Si nous voulions prendre du temps à pouvoir parler des problèmes qui se posent dans notre pays actuellement, nous prendrons tout notre temps, même toute notre réunion, à essayer, à débattre, à comprendre. Mais tout ce que nous pouvons comprendre, les mots-clés dont j'ai essayé de réfléchir sur l'ensemble de la situation, je peux dire que le mot-clé, c'est méfiance. Méfiance de la population, déception de la population, trouble de la population. Il n'y a plus du tout un seul instant de confiance dans tout ce qui se passe là-bas. Mais l'enjeu pour lequel nous sommes réunis est tellement important que je voudrais plutôt prendre le temps à vous partager le fardeau que porte l'Association internationale de la diaspora congolaise. C'est le 6 février 2016 que nous sommes présentés au club presse de l'Union européenne, et c'est là-bas que nous vous avons fait connaître, chers journalistes, et chers frères et sœurs, chers amis, chers compatriotes, l'analyse que nous avons faite de la condition de la diaspora congolaise dans son ensemble. Et depuis, nous nous sommes battus. Nous avons multiplié les conférences, nous avons visité plusieurs endroits. À ce jour, nous avons 9 comités établis dans 9 pays. La Belgique, la Hollande, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, la France, le Canada, les États-Unis, et ainsi de suite. Nous avons en tout cas au total 9 comités qui ont été établis à la suite de conférences dans les endroits où se trouvent ces comités. Alors pourquoi courons-nous? Pourquoi essayons-nous de nous faire comprendre? Pourquoi sommes-nous en train d'interpeller le peuple congolais qui se trouve dans la dispersion? D'abord, c'est parce que nous croyons que nous devons respecter la liberté de ces hommes et femmes que nous sommes, que vous êtes. Nous ne voulions pas utiliser votre nom, diaspora, sans vous avoir consulté, sans vous avoir fait connaître ce que nous pensions, ce que nous voulions proposer. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus vers vous. Lorsque nous avons parlé le plus souvent, avec les moyens de bord, nous nous sommes débrouillés à avoir des caméras pour filmer notre message, afin qu'il soit diffusé dans nos forums, sur YouTube et partout où nous pouvions, afin que la communauté de la diaspora congolaise, dans son ensemble, soit mise au courant que son nom allait être utilisé. Et c'était aussi l'occasion de donner à chacun de nous, à chacun de vous, l'occasion d'entendre nos analyses, de vous interroger sur le problème et éventuellement de vous dire, oui, je pense que nous pouvons faire route ensemble. Quels sont les problèmes qui se posent dans notre diaspora? Vous les connaissez certainement parce que vous les vivez. Mais je voulais simplement vous rappeler à votre mémoire quelques-uns de ces problèmes qui se posent. Un grand nombre d'entre nous sont allés dans la dispersion, sont allés à l'étranger sans jamais avoir été préparés. C'est un peu comme lors de l'exode rural. Je dirais même, c'est comme si c'est une succession d'exodes qui sont en train de se produire. À l'époque, vous vous souvenez, au lendemain de l'indépendance, des hommes et des femmes, toutes les forces vives de nos villages ont été déracinés de force presque. Parce qu'on leur avait dit, si vous allez en ville, là-bas, même les poubelles, il y a quelques billets de banque que vous pouvez récupérer. Et donc, tous les jeunes gens, toutes les couches de la société, de la région rurale, ont quitté et sont venus dans les villes. Et c'est depuis 4-5 générations qu'ils se trouvent dans les villes, soit dit en passant, qui sont devenues quasiment des déserts économiques. Jamais on n'a pu trouver l'emploi, l'argent qu'on est venu chercher, on ne l'a pas trouvé, au point qu'aujourd'hui, plusieurs de tous ces hommes et femmes qui ont connu l'exode rural
qui ont quitté les villages pour venir dans les villes de la République démocratique du Congo ne sont même plus capables de retourner dans leurs villages. En sorte que les villages sont livrés aux vieux et les plus souvent qui sont morts, abandonnés à eux-mêmes, et les villages, plus personne pour s'en occuper. Récemment, j'ai eu personnellement l'occasion de me rendre dans la région de Kenya, dans le Bas-Congo, et quelle a été ma surprise lorsque j'ai dépassé la ville de Goma et que j'étais dans la brousse en véhicule et que là-bas, dans la brousse, j'ai vu sur un tableau écrit en noir des écrits chinois. Et j'étais troublé et je voulais bien voir. Et j'ai vu que c'était inscrit tout en bas en langue Congo et en lingala. Tozali Kotekisa Mayebo. Écrit en chinois et puis sous-titré Tozali Kotekisa Mayebo. Nous sommes en train de vendre des champignons. J'étais choqué. Cela veut dire que nos villages sont en train d'être occupés par d'autres personnes que nous-mêmes. Nous sommes venus à l'étranger sans jamais y être préparés, en sorte que lorsqu'on se retrouve dans ces pays, on n'est pas intégré. Problème de langue, le plus souvent, surtout quand je pense à ceux qui sont allés dans des pays dont la langue est autre que le français, vous pouvez vous imaginer toute la réalité qui est devenue la leur. Où ils devaient commencer par apprendre la langue, pour ensuite apprendre la culture, et puis apprendre l'administration financière, la manière de procéder quand il faut payer des factures, en sorte que certaines factures, le plus souvent, sont payées au double, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été payées à temps, parce que ce n'est pas notre tradition d'être à l'heure et à la seconde pour pouvoir payer ses contributions, payer ses factures, et ainsi de suite. On n'y était tout simplement pas préparé. Et à cela s'ajoute un deuxième problème, le manque d'emploi. Vous êtes tous au courant de ce qui est en train de se passer dans cette Europe, l'Europe des Congolais. Je suis tombé sur des statistiques fiables, puisque c'est établi par des experts, et voici ce que cela donne. 49% seulement des Congolais de l'Europe, ce sont des statistiques de 2010, les Congolais de l'Europe ont un emploi, 49%, et un emploi le plus souvent précaire, un emploi d'ouvrier. Cela veut dire que 51% n'ont pas du tout d'emploi, 14% seulement les diplômés ont un emploi qui correspond à leur formation. Cela veut dire que 86% des diplômes ne servent pas à la raison et à la cause pour laquelle ils ont été décrochés. À tous ces problèmes peuvent s'ajouter la discrimination que nous connaissons chaque jour. Certains des diasporas ou certaines des diasporas, quand elles connaissent des problèmes de ce genre, elles savent cumuler, mettre l'équilibre entre leur pays d'origine et le lieu où ils sont dans la dispersion. En sorte que de temps en temps, ils peuvent aller en vacances pour qu'ils se retrouvent quand même dans un certain équilibre. Mais la diaspora congolaise, compte tenu de la pénurie, compte tenu de la pauvreté, oui, la diaspora congolaise s'est retrouvée en grand nombre dans les pays riches, mais cette diaspora est devenue les pauvres de ces pays riches. En sorte que nous regardons les gens vivre, même ceux qui sont restés chez nous, nos membres de famille, nos amis, ceux qui ont grandi avec nous, quand ils pensent à nous, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, oui, certainement, nos amis sont très bien là-bas en Europe. Mais vous et moi, nous savons très bien que ça ne va pas. Ça ne va pas pour le plus grand nombre. Et que le tout petit nombre qui ont essayé de s'en sortir ne peuvent même pas célébrer, ne peuvent même pas fêter. Parce qu'ils savent très bien que ça ne va pas. D'ailleurs, réussir pour un Congolais de la diaspora, c'est quasiment un synonyme de soupçon. Où est-ce que tu as pu trouver ce qui transforme ta vie? Es-tu devenu un collabo? Ou plutôt tu as triché ou volé quelque part? Et surtout, si à tout cela vous ajoutez que vous soyez un pauvre pasteur,
Alors on vous dira, oh oui, mais c'est dans la caisse de l'église que vous avez trouvé de quoi vous voulez vous en sortir. La situation est dramatique. La condition est misérable. Et nous pouvons ajouter d'autres problèmes qui se passent dans le monde au sujet de notre diaspora. Comme par exemple les tueries, les maltraitances. Il n'y a pas très longtemps, nous avons tous entendu que 40 000 Congolais de Congo-Brazzaville ont été chassés, abandonnant tous les petits moyens, tous les biens qu'ils ont accumulés pendant des années là-bas au Congo-Brazzaville, et ils ont été chassés totalement pour retourner au pays même réduit. Que dire des tueries qui se passent en Inde et beaucoup d'autres endroits du monde. En Angola, il y a eu toutes sortes de maltraitances des Congolais. Ça montre que nous ne sommes pas heureux dans cette diaspora congolaise, dans son ensemble. Que faut-il faire? Il y a une diaspora qui a attiré mon attention, parmi plusieurs d'ailleurs. C'est la diaspora juive que vous connaissez très bien, puisque c'est elle, parmi celles qui ont porté le premier le nom de diaspora. Bon, diaspora qui veut tout simplement dire dispersion. En quittant son pays d'origine pour aller au loin, dans un pays étranger. La diaspora juive, vous connaissez très bien son histoire. Avant 1948, la diaspora juive n'avait pas de territoire. Il n'avait que la diaspora. Si vous étiez en Allemagne, c'est tout ce que vous avez. Si vous étiez en Chine, c'est tout ce que vous aviez. Si vous étiez en Belgique, c'est tout ce que vous aviez. Ils n'avaient que leur diaspora. Mais il y a des choses qui ont attiré mon attention. C'est que cette diaspora se rendait compte qu'elle était faible, pauvre, impuissante, avait pris ses précautions. En sorte que d'après les chiffres dont nous disposons, chaque juif qui avait un emploi avait consenti un sacrifice de verser dans la caisse de la communauté juive 22% de ses avoirs. 22%. Cela veut dire, si un juif avait 1000 euros, eh bien, il versait 220 euros dans la caisse commune. De la sorte, ils se sont préparés. Au départ, c'était juste pour l'aide sociale, pour les démunis, pour ceux qui n'avaient rien. Ils pouvaient prendre un peu, leur donner une petite allocation pour qu'ils puissent vivre, ou donner un petit compte, un petit capital pour qu'ils puissent en sortir, et ainsi de suite. Au départ, c'était ainsi. Mais dans la suite, grâce à leur fidélité, grâce à leur persévérance, à pouvoir mettre des moyens ensemble à l'écart, aujourd'hui nous pouvons dire qu'une fois ils ont obtenu en 1948 leur territoire, la diaspora juive est devenue une puissance, au point que conférence du chef du département culturel de l'ambassade d'Israël, qui a déclaré notamment en sorte que la diaspora juive, ou grâce à sa diaspora, Israël a pu développer son pays en 50 ans au lieu d'un siècle qu'exige un développement. En 50 ans, ils ont développé leur pays. Cela montre jusqu'à quel point, lorsqu'une diaspora s'organise avec une ferme volonté de s'en sortir, eh bien, elle peut s'en sortir. Je sais que tout ce qui a été dit sur la diaspora congolaise n'a été que négatif. Chaque Congolais parle des autres Congolais comme étant des gens impossibles. Au point que sur 100 Congolais, tous les 100 disent des autres qu'ils sont mauvais. Finalement, on se demande, y a-t-il de bon au sein de cette diaspora congolaise? Ou plutôt, est-elle victime d'un mauvais jugement, d'un jugement injuste de la part d'elle-même? Moi, je me suis dit tout simplement que la diaspora congolaise, aussi longtemps qu'elle est vivante, que c'est un être humain créé à l'image de Dieu, que c'est un être humain citoyen du monde comme n'importe quel autre peuple, qui peut aller à l'université, qui peut réussir des études, qui peut organiser sa société. C'est que quelque part, il y a bien une capacité du Congolais qui est cachée, qui est peut-être retenue quelque part, et que nous pouvons ressusciter afin que les Congolais s'élèvent pour dire « je peux prendre soin de moi-même ». Il y a des choses que je peux dire, qu'il y a quelque part un problème effectivement. Faut-il parler d'un problème de naïveté? Un problème
du fait que, bon, puisqu'on n'a pas de solution, on se contente de cela. Un jour, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, dans cette ville, je suis allé quelque part pour régler une facture concernant une location d'une salle de fête. Et lorsque j'ai fini de régler, tout le monde m'a quitté. C'est une dame, elle me parle, elle me dit, vous savez, notre salle de fête, ou nos salles de fête, ont un chiffre d'affaires estimé à 70% garanti par les Congolais. Alors, réfléchissons un petit instant. C'est une salle de fête turque. Vous connaissez les statistiques certainement. Les Turcs dans ce pays sont plus de 250 000. Et les Congolais sont 100 000, tout au plus. Mais ce sont les 100 000 qui assurent les 70% des locations d'une salle de Turcs. Les Congolais eux-mêmes ne sont-ils pas capables d'avoir une salle qui soit louée pour les Congolais? Vous connaissez certainement un monsieur qui s'appelle Western. Et vous savez peut-être où il habite. Western Union. Chaque année, plus de 5 milliards de dollars sont envoyés au Congo par les Congolais. Et vous comprenez bien que M. Western empoche tout autour de 750 à 800 millions d'euros par an, de dollars par an, comme commission. Tout simplement parce que les Congolais ne connaissent pas Gombe, ne connaissent pas Massima, ne connaissent pas un quartier de Kinshasa ou de Lubumbashi, de Matane, pour faire arriver leur propre argent. Ils ne sont pas capables de s'organiser. Et alors il faut que tout leur argent, pour le faire arriver chez les membres de famille, doit transiter par la poche de M. Western. Je suis sûr que nous n'avons pas étudié pour rien. Je suis sûr que nous pouvons nous arrêter un instant pour dire trop c'est trop et nous pouvons réfléchir et nous organiser. Bien sûr, nous avons souvent dit oui, mais on ne peut pas se faire confiance. Mais est-ce que c'est jusqu'à la mort qu'on ne se fera pas confiance? Est-ce que nous sommes damnés à jamais pour ne jamais nous faire confiance? Ou plutôt devons-nous nous dire, ok, nous allons oser, mais nous allons être rigoureux pour contrôler, protéger et s'assurer cette fois-là que tous les moyens de tricherie soient mis sous contrôle pour empêcher les fuites, afin que nous soyons quand même capables de nous sauver plutôt que de périr. Chers amis, les années qui passent ne reviennent plus. Et vous le savez que plusieurs d'entre nous, si vous avez été Zaïrois en venant ici, vous ne pouvez pas avoir 30 ans. C'est impossible. Donc les années qui passent, nous avançons vers la vieillesse. Dans quelques années, plusieurs d'entre nous ne seront plus socialement aussi utiles que nous l'étions dans le passé. Je vais vous rappeler une chose que vous connaissez. Baby boom. Baby boom, c'est qu'au sortir de la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, les Européens ont fait beaucoup de bébés. Notre malheur est que ces bébés-là sont nos contemporains. Nous irons à la retraite ensemble. Si vous présentez, vous dessinez la pyramide des âges de l'Europe, eh bien, ce qui était une femme enceinte, maintenant est en train de devenir un monstre. La tête sera plus grosse. Ces Européens qui ne nous ont pas donné du travail, alors que nous sommes encore jeunes, ne nous donneront pas des hommes de vieillards quand nous serons vieux. Et soit dit en passant, il faut un minimum de 1300 € pour que quelqu'un puisse occuper une chambre dans un homme de vieillard. Un minimum de 1300 €. Et vous le savez, que ce montant-là, c'est notre salaire aujourd'hui.
Et si c'est notre salaire aujourd'hui, ça ne pourra pas être notre montant pour la retraite. Nous serons dans les 800 et même moins. Et avec ce montant-là, nous ne serons pas capables de nous taper les luxe d'avoir une chambre dans le home de vieillard. Alors, on a réfléchi sur un instant. Si nous ne pouvons plus payer notre loyer dans le quartier, même le fisc à Molenbeek, si nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'aller au Congo, si les choses ne changent pas là-bas, et nous ne sommes pas capables d'aller au monde des vieillards, il reste un logis quelque part. Je crois que vous le savez. C'est que certains, aujourd'hui, on n'en voit pas, mais demain, on en verra. Des Congolais qui sont des SDF et qui se déplacent avec leurs sacs chaque jour. Chaque jour. Et vous le regardez, vous fixez les yeux et vous savez que vous le connaissez, que vous avez étudié ensemble, que c'est un licencié, c'est un docteur, c'est quelqu'un qui a étudié avec vous, mais aujourd'hui qui se retrouve là-bas à la rue. Chers amis, je suis convaincu que nous devons réfléchir. Je suis convaincu que nous devons considérer toutes ces choses, afin que nous puissions nous dire que faut-il faire. Je vous ai dit que les Juifs se sont débrouillés. Et quelque part, je suis tombé sur des statistiques intéressantes de l'Université du Québec. Là-bas, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé qu'un jeune Canadien de 14 à 21 ans, parce qu'il est un jeune moderne, des pays modernes, verse pour des raisons ou pour des causes philanthropiques, chaque année un minimum de 423 $ canadiens. 423 $. Et leur capacité à contribuer à des causes philanthropiques augmente selon que l'âge avance, ce qui est logique. Plus on travaille, plus on a des moyens, plus on sera capable de faire quelque chose de mieux. Mais qu'est-ce qui les pousse à dépenser 430, 423 $ par an pour un jeune garçon qui n'a même pas encore travaillé? Qu'est-ce qui les pousse? C'est simplement le cœur. Le cœur bat en eux, la conscience est là. Et ils se disent qu'il y a des enfants là-bas en Haïti qui souffrent, il y a des enfants qui ne peuvent pas aller en vacances, et ils bougent. Ne sommes-nous pas aussi modernes que eux? Ne sommes-nous pas aussi vivants que eux? La solution, le problème n'est pas encore entièrement résolu. Voilà pourquoi 15 compatriotes, 15 intellectuels congolais sont venus ensemble, parfois même avec l'arme, pour dire nous devons proposer quelque chose. On s'en fout de ce qu'on dira de nous, mais au moins l'histoire retiendra que les hommes se sont levés pour proposer quelque chose. L'AIDC, l'Association internationale de la diaspora congolaise, son ambition est tout simplement peut-être résumée en 4 points. Premièrement, parler. Parler aux compatriotes. Nous avons utilisé des brochures, nous avons utilisé des conférences avec nos petits moyens, et nous savons que le jugement était sans appel, mais c'était tout à fait normal, il fallait s'y attendre, nous y étions préparés. Lorsque nous nous sommes retrouvés à certains endroits, nous nous sommes dit, où est-ce que vous avez trouvé l'argent pour venir ici? Nous devions chaque fois répondre dans nos poches. Dans nos poches. Une fois, nous étions en Suisse, quelqu'un nous a posé la question, alors vous êtes ici, comment est-ce que vous êtes arrivés? Nous lui avons dit non, probablement compte tenu des incidents du mois de mars en Belgique, le prix de l'avion a baissé. Et nous avons payé 84 € pour venir ici. C'est triste qu'on doit justifier 84 €. Mais je comprends, nous sommes tellement pauvres qu'on pense que si tu as pu trouver 84 €, il faut bien que tu aies vendu la nation quelque part. Parler, parler, parler et parler. Parler. Pas pour se faire un nom, pas pour être célèbre, mais parce que nous croyons, comme je l'ai dit tout au début, que nous ne pouvons pas utiliser les nobles noms de diaspora congolaise
sans consulter les Congolais et leur dire, voici, nous allons utiliser votre nom. Deuxièmement, partout, nous avons estimé que si nous voulons nous organiser, nous ne pouvons pas faire des petits morceaux. Diaspora congolaise de Belgique, diaspora congolaise de France, d'autant plus que notre diaspora est un peu mouvante. Ça bouge. Un jour, je suis allé à Londres, on m'avait invité pour une prédication quelque part. Et quand je suis arrivé, quand la réunion était terminée, je vois quelqu'un venir me saluer avec enthousiasme. Est-ce que vous vous souvenez de mon Dieu? Je dis, oh, mais tout est avec moi. Mais oui, oui, depuis 2 ans. Mais là, je suis ici à l'Angleterre. Si nous coupons la diaspora par pays, eh bien, il faudra chaque fois raccommoder, parce qu'il y a des gens qui bougent, qui vont à gauche, qui vont à droite. Nous avons pensé qu'il fallait prendre ça comme un tout. Un tout pour pouvoir trouver une solution. Aussi avons-nous essayé de voyager partout. Troisième chose, c'est structurer. Structurer le plus simplement possible, j'allais presque dire humblement, mais sincèrement, le plus savamment possible. Et je ne peux que remercier et apprécier le travail du comité qui est avec nous et qui a réussi à proposer un modèle d'organisation parmi les plus simples qui existent au monde, mais pour moi parmi les plus efficaces. 2 éléments de structure seulement. Premier niveau de structure, c'est la coordination internationale. Ceux qui prennent le temps d'être en contact avec tout le monde, partout dans le monde entier. Et deuxièmement, les comités par nation, pour être proches. Et bientôt, s'il le faut, nous allons avoir des antennes par ville, pour que le message de l'Association internationale de la diaspora congolaise se retrouve dans chaque coin où se trouvent les Congolais, et que tous puissent porter ensemble le fardeau. Après la structure, et je dois même ajouter que ces 2 structures ne sont pas fermées, ne sont pas hermétiques. Ces 2 structures sont ouvertes. C'est-à-dire qu'il est possible, même quand vous n'avez pas été au commencement, que vous puissiez entrer dans la coordination internationale, qu'il est possible, même si vous n'étiez pas au commencement, que vous puissiez entrer dans les comités nationaux. Tout dépend de votre degré de disponibilité et l'ambition que vous voulez porter pour votre diaspora. Nous proposons l'organisation des congrès. Un congrès régional, par exemple pour l'Europe, pour la région d'Afrique, pour la région de l'Amérique du Nord. Et tous ceux qui veulent d'un continent ou l'autre peuvent se déplacer au moment de ces congrès. 2 jours de congrès, inviter des experts internationaux pour venir nous entretenir, et nos propres experts, parce qu'ils existent, pour nous entretenir afin que nous puissions nous fortifier en tant qu'un peuple qui voudrait avancer et se faire connaître. Ça, c'est le premier objectif, être visible. Et le deuxième objectif, c'est la cotisation. Pourquoi cette histoire d'argent vient entrer? Chers amis, vous connaissez le monde moderne. Sans argent, on ne peut rien. On ne vaut rien, on n'est pas écouté. Et on ne peut rien. Pensez-vous que nous devrions attendre ou aller faire la file à un organisme quelque part pour qu'on nous donne un peu d'argent afin que nous puissions envoyer à Béni? Nous puissions envoyer dans les camps où on a entassé les 40 000 Congolais qui ont été chassés de Congo-Brazzaville? Nous pouvons nous-mêmes trouver de l'argent. Et là encore, je vois dans ce comité des propositions des génies. Plusieurs, soit dit en passant, parmi eux sont des économistes. Et on est arrivé à la proposition suivante. Avec 100 euros, 100 dollars, 100 francs suisses, par an, pas par mois, mais par an, on devient déjà capable, si c'est l'ensemble de la diaspora qui fonctionne pour aller dans la même direction, nous nous retrouvons à avoir suffisamment d'argent pour accomplir de grandes choses. Je vous dirai tout à l'heure, qu'est-ce que nous proposons pour la dépense de cet argent? Il y a une question qu'on m'a posée à Montréal le 28 août dernier
Qu'attendez-vous des membres de la diaspora congolaise? J'ai essayé de répondre à cette interview là-bas, mais j'ai un peu plus réfléchi depuis ces jours-là. Et c'est ici que je trouve l'occasion de répondre à cette question qui certainement vous intéresse. J'ai ici 8 conseils à proposer pour que nous puissions, n'est-ce pas, aller ensemble. Premièrement, c'est simplement s'inscrire et payer sa cotisation. S'inscrire, un journaliste m'a posé la question, mais on s'engage là. J'ai dit oui, il faut bien s'engager. Pourquoi? Pour que nous ayons 2 pouvoirs. Le pouvoir juridique d'un côté et le pouvoir économique de l'autre. Le pouvoir juridique, vous savez tous, au fait, sauf qu'en Autriche, que lorsque vous voulez voir un ministre, pour vous présenter et dire nous sommes une association, la question qu'il vous posera, à combien êtes-vous? Combien de membres avez-vous? Alors vous allez dire nous sommes combien? Oh, nous sommes 4000. Monsieur, alors vous avez la preuve, c'est 4000. Oui, mais ils sont là, c'est des Congolais. Non, ça ne peut pas suffire. Il faut être capable de présenter une liste, il faut être capable de présenter une farde, un sac dans lequel se trouvent des papiers, des gens qui se sont engagés, un peu comme lorsqu'on fait des pétitions. Les gens écrivent leur nom et signent. C'est très important. Vous n'irez jamais ni au tribunal ni en prison pour cela. Et vous pouvez laisser tomber quand vous voulez. Mais c'est tout simplement que si nous voulons être un mouvement fort, un mouvement puissant, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'engagent. Notre équipe a prévu, principalement dans son département du comité de Belgique, notre équipe a prévu des formulaires d'inscription que nous mettons à votre disposition pour votre gouvernement. Nous comptons sur vous pour vous engager avec nous. Nous-mêmes nous sommes engagés et nous voulons que vous puissiez vous engager avec nous. C'est la première chose. Alors il y a dans certains endroits des gens qui nous ont dit oui, je vous encourage, je vais vous soutenir, mais je ne m'engage pas encore. Faire ça, c'est combattre la vision. On n'attend pas quand c'est une cause. Vous ne pouvez pas dire, lorsqu'il faut aller secourir notre nation, et dire, ok, allez secourir la nation, moi je vous attends. Non. Dès qu'on est au courant du fardeau, on se lance immédiatement. Deuxième proposition que nous faisons, multipliez-vous. Oui, multipliez-vous. Vous savez très bien qu'en Belgique, nous sommes estimés à 100 000 Congolais. Et vous n'êtes pas 100 000 ici, même pas 1000. Cela veut dire qu'il y a 99 000 et quelques centaines qu'il nous faut atteindre. Alors comment serons-nous capables de les atteindre? J'ai trouvé 2 méthodes qui sont très intéressantes. C'est la méthode qu'un certain monsieur Jésus a utilisée sur la terre. Alors excusez-moi de prendre son exemple, parce que j'ai beaucoup étudié les choses qui touchent sa vie. Et donc j'ai un peu étudié ces méthodes. Qu'est-ce qu'il faisait lui pour atteindre le monde? Il n'avait que 12 disciples. Et avec 12 disciples, il a réussi à atteindre le monde entier. Le monde entier. Le monde entier. Et un jour, c'est un certain apôtre, Paul, qui a résumé la méthode de son chef Jésus dans une de ses lettres. Voici ce qu'il a écrit dans 2 Timothée 2, 2. Il dit ceci: ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Cette petite phrase contient en elle seule 4 générations. Tu as entendu de moi, c'est première génération. Tu as entendu deuxième génération. À des hommes fidèles, 3e génération, qui enseigneront à d'autres, 4e génération. C'est cette méthode qui marche lorsque vous voulez atteindre un grand nombre de gens. C'est-à-dire, moi, je vous parle, et vous, à votre tour, vous parlez à des hommes fidèles. Et ces hommes qui vous seront fidèles vont parler à d'autres. Et les autres vont continuer à parler à d'autres. Et puis les autres encore vont continuer à parler à d'autres. Tôt ou tard, dans un bref délai, nous allons nous retrouver dans une multiplication. Et nous atteindrons non seulement les petits 100 000 de Congolais qu'il y a dans ce pays, mais nous allons
déborder les frontières et atteindre tous les autres et devenir efficace. Je vous rappelle que le goal à atteindre, c'est 7 millions de Congolais, sinon un peu plus. Ne pouvons-nous pas les atteindre? Oui, nous pouvons, dans le temps, mais pas trop de temps. Il faut travailler. Attention, voici comment je me comporte. Depuis que je crois que nous devons faire quelque chose. Chaque jour, je lis l'une de nos brochures. Chaque jour, blague à part, j'entre sur YouTube et j'écoute l'une de nos conférences. Et cela me permet d'entretenir la vision, de réfléchir sur la vision. Et chaque jour, je contacte quelqu'un. J'étais récemment très touché. Les coups de fil sonnent, le téléphone sonne, et qui au bout de fil? Un certain monsieur Rocky. Rocky, c'est un monsieur qui fut à une époque donnée au Congo un officier, qui se trouve à Istanbul, en Turquie. Il m'a téléphoné et m'a dit, nous avons suivi ici tout ce que vous dites sur YouTube. Nous croyons à ce que vous dites. Nous sommes organisés. Si vous avez le temps, vous pouvez venir nous voir ici. J'ai même téléphoné tous mes amis qui sont en Chine et au Japon pour qu'ils puissent adhérer sans attendre à ce mouvement. Je viens de vous dire mot à mot ce que Rocky m'a dit. Ça m'a touché. Je me dis que chacun de nous, puisque nous portons un fardeau qui est réel, un fardeau qui est existentiel, nous sommes donc capables de saisir la vision et de la fructifier. On peut attendre. Lorsque nous savons qu'il s'agit d'une cause qui est urgente, que chaque jour qui passe, ça soustrait un jour à notre existence, à notre cause. Je pense que chacun de nous n'a pas besoin d'être ce qu'il est, mais nous devons tous être un seul individu, un seul homme, une seule femme. C'est-à-dire que vous puissiez faire tous comme a fait Rocky, vous puissiez tous faire comme je fais. C'est cela, ce que nous voulons que nous puissions faire ensemble. Nous devons nous multiplier. Nous devons nous multiplier. La liste de nos amis que nous invitons quand nous avons notre anniversaire, la liste des amis que nous avons invités lorsque nous avions un mariage en famille, eh bien, c'est le temps de retrouver ces listes. Pour leur dire, il y a une cause pour laquelle nous allons marcher. Voulez-vous venir ensemble avec nous? Troisièmement, contacter les associations qui existent déjà. Certaines associations nous ont contactés. Et j'étais très édifié et encouragé de constater que plusieurs associations trouvent dans cette petite vision que nous vous présentons une raison de pouvoir, n'est-ce pas, collaborer ensemble. En sorte que nous avons au Canada des associations qui sont entrées avec nous. Aux États-Unis, il y a des associations qui veulent être avec nous. En Suisse, il y a des associations qui veulent être avec nous. Et ainsi de suite, il y a plusieurs associations qui proposent que nous puissions collaborer ensemble. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'à partir du moment où nous sommes en face d'un mouvement qui englobe l'ensemble de la diaspora, eh bien, il est possible que nous puissions nous développer tous à l'intérieur d'une vision globale. Récemment, j'ai donné l'exemple de ce qui s'est passé à Séoul, en Corée du Sud, lorsque l'église du plein évangile, qui est la plus grande église de l'histoire de l'humanité, avec 1 500 000 membres, c'est une église qui est dirigée par un pasteur Yonggi Cho. Et cette église, lorsqu'elle était au début, elle n'avait qu'environ 800 membres. Et puis un mouvement s'est produit. Elle a grandi. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans cette ville? Toutes les églises qui n'avaient que 300 membres, 500 membres, 600 membres, mais à partir du moment où le mouvement de Yonggi Cho a atteint les millions, tous les autres mouvements sont passés à 80 000, 100 000, 200 000. Pourquoi? C'est un effet boule de neige que vous connaissez très très bien. À partir du moment où un mouvement marche, tous les autres mouvements se mettent à marcher. Tout le monde ne croit pas du tout qu'un Congolais peut cotiser. Mais voici un mouvement qui arrive, l'AIDC, qui ose proposer aux Congolais de pouvoir cotiser. Ne croyez-vous pas que lorsque les Congolais se mettent à cotiser dans le cadre de l'AIDC, c'est pour avoir un effet de boule de neige pour que toutes les autres associations
qui avaient besoin d'exister avec l'aide des contribuables congolais, vont se retrouver à avoir un peuple qui a appris à participer pour ses propres causes. Gagnez les villes et les pays où se trouvent vos proches. 5. Approchez-nous, nous qui sommes de l'équipe. Je voudrais, tout à l'heure, dès que j'aurai terminé, demander à tous les membres de l'équipe internationale qui sont là, qu'ils puissent venir ici pour que vous puissiez les voir. Et tout à l'heure, quand nous aurons terminé ce moment, que vous puissiez les approcher, prendre leur numéro de téléphone, les approcher, discuter avec eux. Ce sont des gens sortis du milieu de nous. Pourquoi? C'est parce que c'est important d'avoir des conseils. Vous ne pouvez pas publier, vous ne pouvez pas faire grandir le mouvement AIDC si vous n'êtes pas connecté avec les comités que nous constituons. Nous vous donnerons des conseils, nous pourrons même vous assister, nous pourrons accepter votre invitation à aller parler à quelqu'un que vous connaissez, à téléphoner à quelqu'un que vous connaissez, et ainsi de suite, à proposer des solutions concrètes selon votre situation. 6. J'ai dit que le comité était ouvert. Cela veut dire que vous pouvez entrer dans les comités de votre choix. Nous avons déjà reçu quelques 2-3 nouveaux membres dans les comités internationaux parce que ces hommes ont accepté de pouvoir travailler à un certain degré. Par exemple, récemment, il y a notre frère, ami Ndongala Martin, là-bas en Allemagne. C'est un homme qui est universitaire, il a étudié en Chine et en Allemagne. Il dirige 2 églises allemandes. Pas 2 églises en Allemagne pour les Congolais, mais 2 églises allemandes pour les Allemands. Et c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui donne des conférences et qui a été à la base de plusieurs organisations. Et il a décidé de se joindre à nous. Et nous ne pouvions que l'accueillir, par exemple, dans les comités internationaux. Donc, selon le décret de rayonnement d'une personne, elle peut se joindre à nous afin que nous puissions travailler ensemble. Et sinon, c'est dans les comités locaux plus ouverts encore que le premier, les comités de Belgique, puisque nous sommes ici en Belgique, où vous pouvez entrer et pouvoir militer avec les autres. 7. L'argent. Qu'allons-nous faire de l'argent? Les 100 euros, les 100 $, les 100 francs suisses qui vont être versés comme cotisation. Qu'allons-nous en faire? Voici les propositions du comité international qui sont reprises dans un livre ou dans un dossier qui n'est pas publié, que nous appelons police de fonctionnement. Cette police de fonctionnement est disponible chez les présidents des comités nationaux et peuvent être consultés à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons ceci exactement. Tous les membres des comités, d'abord le comité international, payent 200 €, 200 francs suisses, 200 $. Ça, c'est le premier comité de la structure. Le second comité, qui est un comité national, on paye 150 €. Et tous les contribuables payent 100 €. Pourquoi cette différence? C'est tout simplement parce que nous avons cru qu'il serait nocif pour l'organisation que dès qu'on commence à contribuer, l'argent des contribuables commence à être utilisé pour l'administration, pour résoudre des problèmes, pour voyager, pour aller donner des conférences, pour organiser le pain ou le vin qu'il faut boire lorsque nous vous invitons. Agir de la sorte serait irresponsable de notre part. Et nous avons donc proposé que tous les membres du comité et tous les membres du comité international puissent contribuer les surplus dont je viens de parler. Le 50 € en plus, les 100 € en plus. Cette somme-là est utilisée donc pour l'administration. De la sorte, les 100 $ sacrés ne peuvent s'exprimer, et ici je m'exprime clairement, ne peuvent s'exprimer qu'en débouchant dans un projet de développement ou dans un projet de service. Il y a pour l'instant les 2 occasions qui sont prévues. Projet de développement ou projet de service.
Je m'explique. Le projet de développement, c'est une entreprise. Donc, une entreprise, un projet d'entreprise est déposé. Le projet pourrait venir de n'importe qui d'entre nous. Dès lors que notre équipe d'experts, parce que nous avons, soit en passant par ces deux structures, il y a en réserve des experts. Et dès qu'un projet est déposé, nous contactons les experts du projet en question pour qu'ils puissent venir ensemble avec celui qui dépose le projet, étudier scientifiquement le projet. Et lorsque nous étudions le projet et nous voyons que ce projet est valable, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous serons prêts à financer ces projets. De la sorte, l'argent qui se trouve dans les comptes de notre association va directement partir vers le compte du projet, c'est-à-dire de l'entreprise. Et de la sorte, l'argent là-bas sera accueilli par qui? L'argent sera accueilli par 1 à 2 individus choisis du comité d'experts et du comité international ou national qui vont directement jouer le rôle de trésorier pour aller se joindre à la personne qui ont proposé le projet et constituer le conseil d'administration. Et à partir du moment où l'argent se retrouve dans un compte d'une entreprise reconnue, vous savez comment ça fonctionne, l'œil de l'État se trouve sur cet argent, l'œil de l'État dans lequel cette entreprise va être implantée. Et de la sorte, nous donnons toute la chance à cette entreprise de se développer. 80% d'emplois seront réservés pour les Congolais et 20% pour les autochtones. Donc ça, c'est un peu l'élément principal dans la gestion de cet argent. Je vais parler des services. Dans le cadre des services, eh bien, l'argent qui sera donné pourra s'exprimer au travers d'une multiplication au travers des services. J'ai parlé tout à l'heure, par exemple, de salles de fête. Est-ce que ça serait tellement coûteux pour que nos communautés aient en elles-mêmes des salles à mettre en location? Ce sont là des services. Ou alors, pouvoir organiser plus sérieusement. Je sais qu'il y a des gens parmi les Congolais, des gens par exemple qui ont organisé des agences qui peuvent envoyer de l'argent à la République démocratique du Congo. Je m'imagine que ces agences ne sont pas en mesure aujourd'hui de concurrencer un géant comme Western. Mais renforcées par l'association, ces agences deviendraient capables de lutter contre les abus de cette association. Vous ne pouvez vous imaginer parfois comment M. Western se moque de nous. Il n'y a même pas 2 mois, j'ai envoyé un peu d'argent chez mon neveu. Et comme il n'a pas de carte de lecteur, c'est au nom de sa femme que j'envoie. Et cette femme se trouve, s'appelait Charlène. Mais dans sa famille, ils ont commis l'erreur d'écrire Charlène avec 2 N. Alors que dans les dictionnaires, c'est un seul N. Donc moi, j'ai écrit Charlène comme c'est écrit dans les dictionnaires. Et j'ai envoyé. On a refusé de lui donner de l'argent. Non, toi tu es Charlène, mais celui qui a envoyé l'argent, c'est Charlène, c'est pas toi. On se moque des gens. Et nous pouvons encourager nos agences à pouvoir faire quelque chose. Donc voilà, un peu de cette manière, on pourra protéger l'argent. Maintenant, je vais vous dire une chose. Je crois à ceux qui disent, oui, mais si on fait ça, d'ailleurs, récemment, un papa m'a carrément et courageusement appelé Mouyini, parce que nous proposons l'AIDC. Je n'ai pas voulu lui répondre dans le forum. Je suis entré dans la boîte privée et je lui ai écrit une longue lettre dans laquelle je me suis présenté et je lui ai parlé. Quand la lettre est partie, 2 heures seulement après, une réponse est venue. Pardonnez-moi, nous vous encourageons. Et je crois que c'est important. On doit accepter qu'on nous dise tout ce qu'on peut nous dire de négatif. Mais je pense que nous ne pouvons pas bénir tout simplement parce qu'on a dit que nous sommes comme ceci et comme cela. Je l'ai dit à Radio Erlin, que notre passé parle contre nous, je le sais. Mais allons-nous nous arrêter parce que le passé a été moins bon? Non! Non! Nous ne pouvons pas nous permettre ça. Nous ne pouvons pas nous permettre ça. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Donc
Voilà ce que nous pouvons faire concernant l'argent. Et enfin, le dernier mot par lequel je voulais terminer, c'est que c'est urgent. C'est urgent. C'est urgent. Dans cette séance, compte tenu du fait que nous avons une journée de travail qui commence demain, nous n'avons pas voulu organiser ce programme pour en faire un débat, conférence, débat comme nous en avons toujours fait. Tout simplement parce que nous pensons que la grande majorité des questions ont été posées dans les conférences que nous avons eues. Il suffit d'entrer sur YouTube, nous sommes disposés à vous donner des liens et vous trouverez des conférences dans lesquelles toutes les situations possibles ont été étudiées. Et dans les guides que vous avez reçus, dans l'avant-dernière page, nous avons parlé des questions fréquentes, les questions fréquemment posées. Et je voudrais juste toucher une des questions qui est là-dedans, pour terminer. Et si ça ne marche pas, qui va rembourser l'argent? Nous avons traité cette question comme si elle s'était déjà posée. Et voici ce que nous avons conclu. Pour ce qui concerne les 50 € donnés par les leaders, les 100 € donnés par les membres de la coordination internationale, ces surplus-là, il sera impossible de les rembourser. Ils assument la responsabilité des leaders. Pourquoi? Parce que nous pensons que cet argent-là aura été utilisé pour de bonnes causes. Réunir les Congolais, leur donner quelque chose à boire, pouvoir aller quelque part pour donner une conférence, c'est une bonne cause pour notre communauté et nous n'avons pas besoin d'être remboursés. Cependant, pour ce qui concerne les 100 € ou les 100 $ qui sont l'argent des contribuables, nous veillerons à ce qu'avant que les premières entreprises soient lancées, nous soyons certains que maintenant nous sommes prêts. C'est-à-dire qu'il y a assez d'argent. Et quand nous nous rendrions compte qu'il n'y a pas assez d'argent pour aller dans la mise en pratique de nos plannings, alors à ce moment-là, cet argent sera disponible. C'est tout à fait simple. Et parce que cet argent sera disponible, eh bien, il pourra être rendu à ceux qui l'auront donné. Je me souviens, une fois, nous avons organisé un concert, et les concerts étaient annulés. Nous avons tout simplement dit, tous ceux qui vous payaient le billet, venez retirer votre argent. Et l'argent était là, nous avons remis à chacun une présentation de son billet, nous remettons l'argent. De la même manière, lorsqu'il y a un virement, puisque c'est par compte, ou un reçu, puisque lorsqu'on paye par une cotisation en cash, eh bien, c'est une présentation de ce document. Il sera possible de récupérer l'argent. Nous n'avons pas agi comme on dit, en une association de fêtes, c'est-à-dire un peu comme en noir, où vous n'avez personne à attaquer. Nous n'avons pas agi en ASBL, comme si personne n'est responsable devant nous. Nous avons agi par équipe d'administrateurs, sous la boulette d'une comment on appelle ça? Voilà, une fondation privée. C'est un type juridique qui est assez rare, mais qui est efficace à la mesure où il peut travailler à la fois pour le développement, mais aussi il peut travailler pour pouvoir plaider les causes, comme les causes humanitaires. Donc voilà ce que je pouvais dire. Merci d'être venu et merci de m'avoir écouté. Si nous avons 100 000 Congolais et que tous les 100 000 veulent faire partie du comité national, c'est ouvert. Donc il n'y a personne qui va régner sur personne. C'est ça la transparence. Alors mes amis, laissez-moi vous dire une chose. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, ne pleurons pas demain. Nous avons approché la diaspora, enfin certaines diasporas, dans la diaspora turque qui est arrivée à imposer le bourgmestre de Saint-Just
Eh bien, dans cette diaspora-là, les membres contribuent à raison de 50 € par mois. Vous pouvez vous lancer. 100 € par an, c'est 8,30 € par mois. Je crois que si on parlait en termes de mois, on va se dire oui, c'est rien. 8,30 € comme contribution par mois. Et si nous sommes tous partants, nous sommes capables de faire de grandes choses. Et bien aimé, dans l'AIDC, nous refusons le principe selon lequel les Congolais ont toujours échoué. Et si les Congolais ont toujours échoué, il y a des Congolais qui veulent réussir. Et qui veulent réussir tous ensemble. Nous voulons y aller tous ensemble, mes frères et mes sœurs, et écrire une histoire au niveau de la diaspora. Nous profiterons peut-être pas directement de tout ce que nous allons faire, mais nos enfants profiteront de cela. Et moi et toi, nous sommes capables. Nous sommes capables, pour autant que nous décidions de sortir de cette habitude-là qu'on nous a collée. Vous savez, souvent on dit au Congo, ah, comment ils ont ça? Alors moi je dis ça, le docteur dit ça, mon frère dit ça, l'autre dit ça, et puis nous continuons à pleurer. Oh, et comme l'heure est arrivée où nous pouvons ensemble faire quelque chose. Et moi je le crois de tout mon cœur. L'heure est arrivée où une personne accouche d'une vision et d'autres personnes se disent, ah, vision est ça bien. Je ne regarde pas la personne pour réfléchir. Mais il faut qu'il y ait une union sur la non, et locaux est bien. Ils ont besoin. Tu auras 80 ans lobby, parce que Bango va fonctionner la logique qui a la Bible, maison de repos au foot à côté. Pour ça, nous sommes mis qui t'apposent la ressource, on fout à 1400 par mois. Aujourd'hui, ça ne te dit rien. Mes frères et sœurs, d'ici 20 ans, d'ici 15 ans pour certains, ça va devenir une réalité. Donc, lèvons-nous et commençons maintenant. Là où nous pouvons tout contrôler, tous ensemble. Donc ce que nous demandons ce soir, c'est vraiment, s'il vous plaît, remplissez le formulaire d'inscription. Ça c'est la première chose, comme le docteur l'a dit. Deuxième chose, commencez à contribuer. Si vous ne contribuez pas, ne venez pas nous demander des comptes. Parce que ça m'a noté. À commune propriétaire, il y a organisation. Nous tous, ce soir, je ne sais pas s'il y a... On peut peut-être juste préciser que c'est aussi possible de payer local. Donc il y a des amis qui seront aussi là avec des reçus, un carnet de reçus, et ils peuvent percevoir votre cotisation et à les verser dans les comptes que vous avez dans les guides que vous avez reçus. Et je précise, ce compte-là que vous avez, c'est un compte épargne. Cela veut dire que l'argent qui entre directement dans les comptes épargne, afin que ce ne soit pas de l'argent qui peut facilement être touché par les créanciers, par exemple. Que ça dépende d'un blocage, et ça c'est très important, volontaire, pour que les signataires soient responsables pour toutes les dépenses. Alors, je voudrais vous présenter les membres du comité ou la coordination internationale. Vous avez, donc nous avons un coordinateur international qui est votre serviteur, et puis les membres de ces
de coordination internationale. Si vous pouvez venir vous joindre à nous, nous trois qui sommes là, est-ce que vous voulez bien venir, s'il vous plaît, les membres de la coordination internationale qui est présents? Voilà, là vous avez l'équipe présente. Donc, voilà, là vous avez l'équipe présente. Il y a peut-être une ou deux personnes qui ne sont pas là aujourd'hui. C'est là l'équipe internationale, comme je vous ai dit, très bientôt dans une rencontre, nous allons valider l'entrée de notre frère Martin Nogala de l'Allemagne, qui va être membre de cette coordination. Et voilà, donc ça c'est la coordination internationale. Je vous les présente pour que vous puissiez les approcher. Alors, en commençant par là-bas, à gauche, tout au fond, vous avez Achille Longrini, l'ingénieur. Il a été responsable d'entreprise, il est spécialiste dans les questions d'études, de projets de développement. Et vous avez à sa suite notre frère Moulissi Franck, il est juriste, spécialiste en criminologie, et il travaille dans le cadre des administrations communales en Belgique. Et troisièmement, vous connaissez, c'est M. Grand Détail Bobo. Pasteur Bobo, il est journaliste, il est pasteur et il travaille avec nous, suivi de notre seule maman pour le moment, Simba Chantal. Elle est médecin de formation, elle a été médecin directeur au Congo et aussi a travaillé dans un gouvernement provincial. Et puis vient le docteur Béa Moulumba, qui est juste à mes côtés. Il est théologien et économiste de formation. Il est pasteur et il est responsable des projets de développement. Voilà. Et puis nous avons à ma droite le pasteur Innocent Panzou. Il est économiste, il est aussi théologien de formation. Et enfin, notre frère Sumba Lucien, il est professeur à l'école Édith Cavell et il est infirmier. Voilà, donc c'est un peu l'équipe. Nous avons tous des responsabilités, cela me réjouit beaucoup. Célestin Kiboutou, je suis théologien. Pendant 10 ans, j'ai été professeur à la faculté et visiteur dans certaines institutions. Actuellement, je donne plus de conférences. Et je suis le pasteur de cette salle qui vous a accueilli depuis 1985. Donc voilà un peu l'équipe que nous constituons pour vous servir. Et je peux vous dire très sincèrement, vous pouvez nous faire confiance. Chaque fois que je sors de nos réunions, je suis édifié parce que j'apprends la conscience nationale dans cette équipe. Donc voilà l'équipe. Alors, je voudrais demander que s'ajoutent rapidement les comités de Belgique. Donc si vous pouvez venir immédiatement vous joindre à nous, il y a le président, notre frère Léba, Didier, et voilà, et tous les autres qui s'ajoutent. On peut laisser ça comme excellent de votre côté. Ils sont en train de venir. Et l'autre côté. Je n'avais pas vu notre frère Roger Mouinoula, qui est enseignant. Il est membre de la coordination internationale, mais je ne l'avais pas vu. Il ne s'est pas été joint. Donc, ceux qui s'ajoutent, ce sont les membres du comité pour la Belgique. Ah oui, hein? Principalement préparer la réunion pour que vous puissiez venir aujourd'hui. Et nous les avons été mortes. Donc notre travail de la coordination internationale, c'est que chaque fois qu'on organise une grande réunion dans un pays, automatiquement nous sommes membres pour participer à
au travail qui va se faire dans ce pays. Donc voilà. Et nous avons aussi notre frère, je ne peux pas les présenter parce que sont de nouveaux, je ne peux pas les présenter en détail comme je l'ai fait pour la coordination. Donc voilà, en quelque sorte, les gens qui sont là pour vous servir. Et notre désir, c'est que déjà ce soir, avant que vous partiez, vous deveniez membre de l'une de ces équipes.